Et bonjour à tous et à toutes. Merci pour la transition et le travail en commun était aussi avec plaisir pour ajouter un qualificatif entre nos deux directions. Et les échanges qu'on a pu avoir avant et qu'on a pu avoir hier montrent qu'on a encore des possibilités de travailler ensemble dans l'intérêt du patrimoine. J'ai apprécié hier les échanges qui ont pu être faits et qui permettent à un maître d'ouvrage de se retrouver complètement dans les différentes phases, que ce soit sur le bâtiment ou par rapport à son usage, par rapport aussi aux archives, par rapport aux œuvres qui peuvent être œuvres pédagogiques qui peuvent être dans les lycées. Ils permettent de replacer dans le temps notre action. Et je pense en particulier à des éléments qu'on peut concevoir aujourd'hui et qui ne sont que le prolongement de ce qui a pu se faire précédemment. Quand on parlait du guide du premier programme des bâtiments de 1861, la région a voté un guide de programmation en 2019, pardon, et qui est le prolongement avec évidemment des éléments qui sont un peu plus complets qu'à l'époque, un peu plus en adaptation avec la vie d'aujourd'hui, et donc je vais l'évoquer. Un maître d'ouvrage travaille pour le futur, il travaille en partant du présent, et effectivement il y a une nécessité de pouvoir s'appuyer sur l'histoire du site, l'histoire du patrimoine, et l'histoire des hommes qui sont passés par les établissements qui sont déjà en place. Beaucoup de sujets évoqués tournaient autour de la connaissance pour développer la valorisation. On a aussi cette action, mais on a également une entrée qui est d'aller chercher la connaissance du patrimoine à partir d'un projet. Donc une situation inversée. Donc c'est d'aller creuser cette connaissance à partir d'un projet. Et je ne vais pas le développer parce que je vais laisser à Alain quelques éléments à présenter. Déjà beaucoup ont été dit hier, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. La région, en tant que maître d'ouvrage, accompagne un patrimoine qui est vivant par les effets du temps qui passe, par les effets du temps météo, peut-être un peu moins que ce qui a été présenté hier en Franche-Comté, mais en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi donc, les aléas qui font évoluer notre patrimoine. Vivant aussi par rapport au mode de vie des citoyens qui évoluent. Aujourd'hui, plus aucun parent ne souhaite avoir son enfant dans un dortoir, ce qui veut dire que les lycées qui sont un peu anciens doivent être transformés, des murs déplacés et des adaptations prévues. Et je ne remonte pas un peu plus loin sur l'arrivée de l'eau chaude sanitaire dans les établissements. Vivant enfin, grâce à l'usage pédagogique qui génère des besoins nouveaux. Hier, dans ce qui était présenté sur le lycée à l'origine, une salle de classe, une salle d'études et un internat, aujourd'hui, beaucoup de chemin a été parcouru par rapport à l'ensemble des fonctions qui sont dans un établissement pour nos jeunes. Et sur l'aspect pédagogique, j'y reviendrai, nous sommes à l'aube d'une révolution en la matière. Dans les prochaines années, la façon d'apprendre dans un lycée ne sera plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Un maître d'ouvrage, normalement, il ne sait pas trop grand-chose. Il s'appuie sur des sachants, donc il va avoir recours à des architectes. C'est le premier sachant. Premier en importance, le premier c'est un programmiste qui a souvent aussi une compétence d'architecte. Et puis l'architecte est associé à des spécialistes bureaux d'études. Alors il y a tout ce qui est technique, mais il y a aussi ce qui peut être environnemental, paysager, acoustique, ou en fonction de l'opération qui peut être développée. Les entreprises, bien sûr, et pour le patrimoine, quand on est sur un site particulier, on va à la recherche d'un architecte du patrimoine, un architecte spécialiste. Pour en arriver au PPI et aux enjeux sur la stratégie territoriale, enjeux et stratégie territoriale, les régions s'inscrivent dans des démarches pluriannuelles, car les travaux nécessitent du temps, c'est ce que vous évoquiez, de la continuité aussi. On travaille toujours en site occupé, sauf sur la construction d'un lycée neuf, mais autrement on travaille en site occupé, donc on ne peut pas refaire un lycée dans son entier. Ça se fait par phase et 2 par programme successif compte tenu des montants. Et puis aussi une démarche pluriannuelle parce qu'on décline des politiques et on constate que d'une région à l'autre, les politiques ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un fond qui est commun et ensuite il y a des choix qui sont propres à chaque exécutif.
La stratégie territoriale en est une des facettes. Elle s'appuie sur des réponses différenciées en termes de carte des formations sur les trois voies. Un lien au développement économique pour apporter des formations au plus proche de l'emploi et réduire le paradoxe incompréhensible entre le nombre de chômeurs et le nombre de postes non pourvus. C'est aussi une des stratégies qui doit faire partie d'un PPI. Et elle s'appuie évidemment sur la connaissance du patrimoine, notamment avec la création d'une nouvelle région où des pratiques différentes et des états de patrimoine différents font que la priorisation, la hiérarchisation des opérations à réaliser doit se faire avec une connaissance et une comparaison du patrimoine sur l'ensemble de nos 300 lycées sur la Nouvelle-Aquitaine. 300 lycées, c'est un peu plus de 4 millions de mètres carrés et ça représente sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine environ 11% du parc tertiaire public. Donc un volume très conséquent à gérer. Pour ce faire, les élus ont mis en place sur 5 ans des crédits à hauteur de 1,2 milliard, ce qui, par rapport à la somme de ce que faisaient les 3 anciennes régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, est en hausse d'environ 20%. Donc ce sont des opérations pour lesquelles nous sommes en cours de montée en puissance pour atteindre ce niveau d'opération. Ça se décline en 2 grands types. 114 grosses opérations qu'on appelle opérations structurantes qui sont identifiées et financées. Et puis ensuite des programmes par volet politique et qui font l'objet d'opérations au fur et à mesure des 5 années de ce PPI. Sur ces 111 opérations, 3 constructions de lycées neufs pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est à la fois beaucoup en montant et peu en pourcentage par rapport à l'ensemble des opérations et donc les interventions qui se font sur du patrimoine existant. Dans les enjeux majeurs qui sous-tendent ces opérations, alors évidemment, donc c'est un peu le socle que j'évoquais tout à l'heure, on a la sécurité des utilisateurs, donc au fur et à mesure de soit du vieillissement du patrimoine, soit de l'évolution de la normalisation, nous avons des interventions. La santé, on parlait de la qualité sanitaire, on est toujours en évolution sur cette qualité sanitaire et notamment l'actualité, c'est la qualité de l'air. La sûreté qui s'est imposée à nous et nous a fait fermer un peu plus nos lycées par rapport à leur environnement, l'accessibilité et puis ensuite les fonctions d'accueil qu'on peut avoir dans les établissements de restauration et d'hébergement. Autre élément important, les évolutions démographiques, et vous y faisiez tout à l'heure référence, et je développerai un peu après, démographiques, pédagogiques et technologiques. Je m'attache un peu plus à ce point-là. La valorisation patrimoniale, la réponse à des objectifs de développement durable, dont notamment la transition énergétique, et puis aussi une volonté d'être en phase avec le tissu économique, à la fois pour avoir des réponses de la part de nos prestataires pour mener les opérations au niveau d'exigence qu'on peut avoir, mais en même temps de monter ce niveau d'exigence. Une région en bâtiment est première donneuse d'ordre public sur son territoire en matière de bâtiment, donc elle a une vocation aussi d'entraînement et de moteur pour monter le niveau d'exigence, accompagner les éléments environnementaux et faire en sorte que les entreprises puissent aussi évoluer en ce sens. Pour revenir sur l'enjeu des évolutions démographiques, pédagogiques et technologiques, certains territoires sont en forte hausse démographique. Premier élément. Deuxième élément, dans le temps, ce n'est pas forcément toujours valable, c'est-à-dire que certains territoires vont être en augmentation dans un premier temps, puis ensuite en redescente. Donc il peut y avoir une gestion soit sur le long terme, soit sur le court terme. D'autres sont en progression et avec une perspective de progression constante, et d'autres sont en régression démographique. Dans les éléments un peu auxquels on peut être confronté, pour donner juste un cas particulier, sur Talence, on avait des lycées qui étaient il y a quelques années complets, saturés. Aujourd'hui, on a de la place dans les lycées, c'est en ville, c'est donc sur la métropole de Bordeaux, parce qu'on a un vieillissement de la population, et donc la population aujourd'hui a moins de jeunes en âge d'être au lycée. Donc on a un cycle et on reviendra dans quelques années vers à nouveau des lycées qui soient complets dans les effectifs qui y sont affectés. Si je vais globalement, on a connu ces dernières années, il y a eu pas mal de constructions, d'extensions qui ont été faites.
surtout sur le littoral, surtout en zone urbaine, pour le pic des naissances du début des années 2000. Aujourd'hui, on est en diminution globale, et puis on nous annonce une remontée qui n'est pas extraordinaire jusqu'en 2026, et puis après une nouvelle descente un peu plus forte jusqu'en 2032, parce que c'est les jeunes qui aujourd'hui sont nés, et on sera à ce moment-là à un niveau inférieur à aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que pour pouvoir mener un PPI, il faut avoir une étude de la prospective démographique qui soit globale et qui soit ensuite par territoire autant que faire se peut. C'est un exercice qui est compliqué, donc ça veut dire qu'il faut l'actualiser régulièrement. La région Nouvelle-Aquitaine est en train de le faire. Quand on est sur une augmentation d'effectifs, on essaye de voir une meilleure utilisation des structures existantes. Ensuite, on fait des extensions. Et ensuite, si on n'a pas d'autres solutions, on va créer de nouveaux lycées sur le territoire. Et le choix après du site sur lequel se fait le nouveau lycée est compliqué, à la fois par rapport à la couverture et à la sectorisation future pour les jeunes qui viendront au lycée, et à la fois pour trouver un terrain qui soit suffisamment grand, suffisamment bien placé, suffisamment bien desservi pour pouvoir construire cet établissement. On a aussi la problématique inverse, c'est-à-dire que faire des établissements dans les secteurs en déprise démographique durable. On a des enjeux de budget de fonctionnement, on a des enjeux environnementaux, de chauffage, d'entretien. Et donc, on a aussi un travail qui a commencé sur ces situations. Et ça veut dire soit trouver de nouveaux usages, un lycée qui soit ouvert sur d'autres fonctions, soit d'optimiser les espaces, et ce qui veut dire regrouper et neutraliser certains espaces. En complément des aspects pédagogiques, on a un enjeu important donc, sur les évolutions démographiques. On connaît la refonte complète des programmes du lycée général, la réforme du lycée professionnel. Aujourd'hui, la réforme de l'apprentissage qui vient sensiblement impacter les capacités d'accueil de nos lycées et l'action politique à mener pour accueillir davantage ou non de jeunes dans nos lycées et les transformer sur les 3 voies de formation. Une mutualisation des plateaux techniques pour la formation tout au long de la vie. Un transfert aux régions de la compétence de l'information et de l'orientation, pardon. L'intégration totale du numérique sur l'ensemble de la pédagogie. Et puis ensuite une pédagogie qui est en mutation avec des apprentissages qui vont aller de plus en plus, ce que j'évoquais tout à l'heure en révolution, de plus en plus vers des apprentissages en dehors du temps scolaire et des travaux dans le lycée qui vont se faire pour contrôler les acquis, pour compléter ces acquis s'ils sont insuffisants, pour travailler en autonomie, en petits groupes, en classe entière. Ce qui veut dire que les espaces vont être à repenser sur les lycées existants, et sur les lycées neufs, on a une démarche donc, du lycée du futur. Créer des amphithéâtres qui peuvent se comparer à ceux des universités, puisqu'il y a certains cours où il n'y a pas d'interaction, donc pouvoir faire ces cours avec beaucoup d'élèves, de pouvoir les faire aussi avec des formateurs déportés, que chaque lycée du territoire puisse bénéficier de formation, même s'il y a très peu d'élèves qui sont concernés, des espaces de coworking, des espaces de travail en petits groupes à côté des classes, des circulations qui soient élargies et qui permettent de faire ces travaux. Des CDI qui deviennent des centres de connaissances et de culture. On en a déjà quelques-uns qui sont en place. Voilà. Et sur ce type d'espace pluriel, l'image le cliché qui a été présenté hier pour Gujan Mestras, en fait, c'était un précurseur avec cette agora qui permet aux élèves de s'installer, de travailler à 2, à 5, à 10, de faire une présentation sur cet amphi. Donc c'est vraiment ce type d'espace qui pourra se développer sur nos lycées demain. On peut aussi ajouter, dans toutes ces modifications au niveau pédagogique, des laboratoires et des ateliers en pointe que les entreprises souvent maintenant nous envient, parce qu'on prépare à l'insertion dans la vie professionnelle et donc au monde du travail tel qu'il sera demain, des tiers-lieux, des Fab Labs, donc beaucoup de modifications.
En synthèse sur ces enjeux, sur ces bâtiments et ces évolutions qui sont à prendre, à envisager, aujourd'hui on doit avoir une plasticité des bâtiments liée à l'évolution de la pédagogie, une modularité liée à l'évolution à la hausse ou à la baisse des effectifs, et on doit aussi envisager la réversibilité des bâtiments, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans. Il faudra prévoir un autre usage de nos bâtiments lycées, si on n'a plus les jeunes sur ce territoire, ou si la pédagogie a évolué fortement. Donc tous ces éléments font partie des cahiers des charges qu'on peut donner sur nos projets. Et le tout, évidemment, on s'inscrit dans la transition énergétique, et chaque opération qui est menée par les régions se font forcément avec cette ambition du facteur 4 à horizon 2050, donc de réduire les gaz à effet de serre drastiquement. La région Nouvelle-Aquitaine s'y est inscrite, et aujourd'hui, les budgets qui sont mis en place à cette fin permettent d'atteindre cet objectif en 2050 sans avoir à augmenter les budgets plus tard. C'est-à-dire qu'on n'a pas reporté sur les générations qui vont venir les moyens à mettre en œuvre. Dès à présent, les constats se font, comme on est la région est sur la trajectoire. Sur la valorisation patrimoniale, les priorités, alors depuis la décentralisation, les priorités de la région ont été successivement de gérer la vétusté. On est passé maintenant avec des nouvelles générations d'enseignants qui n'ont pas forcément la mémoire de ce qu'étaient les bâtiments jusqu'en 1985, enfin pour beaucoup de bâtiments. Donc la priorité a été à l'époque de gérer la vétusté, la sécurité, de créer rapidement aussi derrière des surfaces nouvelles, notamment pour remplacer des préfabriqués qui pouvaient être en place depuis de nombreuses années. Ensuite, la région a eu la capacité de développer sa propre politique, et donc elle a été dans un second temps sur l'accueil et l'éducation. Et aujourd'hui, je saute un peu les étapes, mais aujourd'hui, donc, c'est de construire le lycée du futur sur l'aspect pédagogique et sur l'aspect environnemental. En observant la création architecturale sur l'ensemble de nos projets ces 3 dernières décennies, alors il y a une cinquantaine il est entre les deux. Une cinquantaine de lycées qui ont été créés en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, quand on regarde 35 sur une année de l'État, ça permet effectivement de faire un comparatif, et comme quoi à l'époque c'était quelque chose qui était colossal. Donc une cinquantaine de lycées qui ont été construits, beaucoup qui ont été rénovés. Tous les lycées évidemment ont fait l'objet d'opérations. Un nombre important aussi ont connu des extensions. Et avec les concours qui ont été mis en place, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une grande diversité de conceptions architecturales sur ces constructions, chacune avec une réponse adaptée à un programme particulier. Donc sur chaque opération, la région définit son besoin. Elle ne le définit pas seule, elle le définit avec les usagers, elle le définit aussi avec les autorités académiques. La mise en concurrence se fait sur cette base. Voilà ce que doit faire l'objet, ou ce que doit faire la transformation de l'objet. On a un volet dedans qui est aussi architectural, un volet environnemental. Et donc sur l'ensemble de ce cadrage, on a 3, 4 ou 5 offres, réponses esquisses qui nous sont proposées, et on a toujours des projets qui répondent à notre demande et qui sont très différents, ce qui montre qu'on a une liberté des architectes pour pouvoir répondre. On a donc un système qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette grande diversité, un cadre de vie qui est agréable et qui est apprécié par nos jeunes quand on refait les opérations. On a plus de critiques sur là où on n'est pas intervenu forcément. Alors, d'une façon générale, on a certains lycées qui nécessitent d'intervenir, et c'est l'objet du BPI, d'autres qui ont fait l'objet d'intervention, et on se retrouve dans une comparaison entre ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et on a une forte attente sur ce qui n'a pas été fait à ce titre. L'accent a été beaucoup mis sur des espaces avec des lieux de rencontre, avec de la socialisation, des espaces propres aux échanges, spacieux, lumineux, afin que les élèves se sentent bien dans leur lycée et puissent en être fiers. Et le constat sur les lycées neufs est particulièrement marquant. On a notamment un lycée qui était sur une zone un peu difficile et qui fait l'objet d'un vif succès, qui est très demandé et qui a des résultats qui sont tout à fait intéressants.
Et pour l'ensemble de ces opérations, ça fait partie des demandes qu'on peut avoir. La grosse différence entre avant et après, c'est des conditions de vie qui sont apaisées dans les espaces. La région s'inscrit pleinement dans une démarche de valorisation donc, du patrimoine. Elle le recherche aussi au titre pédagogique. Hier, vous était présenté Histoire de Bahut. On souhaite, on le fait un peu, on souhaiterait davantage pouvoir utiliser nos opérations comme matériaux pédagogiques. Alors à la fois pendant l'opération, notamment pour les lycées du bâtiment, mais aussi pour les autres, et après l'opération, et là plus pour ces lycées-là, y compris sur la partie donc, bâtiment, mais y compris aussi, par exemple, sur le volet environnemental. Sur chaque lycée, on a des interventions, que ce soit sur de l'isolation, que ce soit sur de la création d'énergie renouvelable. Et donc, on peut avoir, pour les enseignants, de la matière pour développer cette pédagogie à l'environnement. Après, il y a sur le comportement aussi, le fait, en hiver, le soir, de faire fermer les volets aux élèves, ça fait partie de la formation. Et ça contribue aussi à réduire nos consommations énergétiques. La valorisation se trouve aussi par la concertation, dont je vous l'ai évoqué un peu. Toutes nos opérations sont menées en concertation avec les futurs usagers, ce qui permet une meilleure appropriation après. Concertation à l'amont de l'opération et durant aussi les études et sa réalisation. Donc, on peut se dire que le concours est quand même un outil précieux pour nous. C'est aussi un outil qui permet, et ça a été dit hier, d'avoir des équipes moyennes qui viennent travailler avec nous. On constate qu'on a des acteurs locaux qui sont redoutables de volonté et de compétences sur nos opérations, et en retour qui acquièrent, par la taille de nos opérations, une compétence supplémentaire quand ils l'ont terminé. Ça leur permet de progresser aussi dans le type de projets auxquels ils peuvent soumissionner. On a aussi un avantage dans ces jurys, c'est qu'on en a beaucoup. Et donc, dans les jurys, on est accompagné par les professionnels, donc avec cette compétence professionnelle, mais même les membres du jury interne, les élus, ont une compétence très nette par le nombre de dossiers qu'ils peuvent voir. Et donc le choix des projets qui se font est toujours totalement pertinent, et la réalisation derrière répond aux besoins. Pour sécuriser aussi nos opérations et participer à la valorisation du patrimoine, le choix de nos prestataires, je vous ai évoqué l'architecte, les bureaux d'études qu'on peut avoir. On a un travail de concertation au moment de la programmation, et on exige un travail de concertation aussi durant les études, avec les services instructeurs, avec l'architecte des bâtiments de France, avec tous ceux qui peuvent nous apporter de la compétence et ne pas arriver à un permis de construire où on se retrouve en difficulté et où on vient bricoler pour rattraper une situation. La demande est toujours de travailler à l'amont. Je pense que ça doit être quelque chose qui est en relation avec le temps. Tout à fait. 2 minutes, c'est parfait. Merci. Voilà pour ce travail donc important pour pouvoir valoriser ce patrimoine. Le patrimoine est aussi végétal. Hier, Eric évoquait le lycée de Montpellier en tant que lycée classé. Le parc est aussi classé. Le parc a été fait en même temps. C'était aussi Anatole de Baudot qui avait conçu ce parc en même temps que le lycée. Et donc aujourd'hui, on a une opération avec un volume financier assez important de recomposition paysagère sur ce parc qui est le seul parc classé de la ville de Tulle, qui est particulièrement visible compte tenu de la topographie, et qui donc va pouvoir retrouver ou se rapprocher ou se réinspirer de ce qu'avait voulu l'architecte à l'époque, puisque au fil du temps, certains arbres avaient disparu. Et donc la création de perspectives, les essences qui sont choisies, de l'arbuste à l'arbre haute tige, etc. Donc on a une opération aussi de valorisation du patrimoine qui est faite. Et hier, j'ai vérifié que nous avions bien travaillé ensemble sur le sujet entre les deux directions, donc c'est parfait. Ce qu'on recherche aussi à travers ces opérations, c'est d'avoir de la sobriété. Alors, sobriété des formes, des volumes, c'est surtout de la lisibilité par rapport aux usagers qui peuvent être dedans. Et puis de la sobriété technologique, pour ne pas se retrouver à avoir une usine qui ne fonctionne pas à la première panne. Donc dans nos projets, c'est une demande qui est faite à nos concepteurs.
Voilà, je ne vais pas développer le développement durable, j'ai juste évoqué quelques éléments. On va avoir pour conclure, on va avoir trois opérations qui sont un peu symboliques par rapport à l'ensemble de ces éléments. La construction des 2 établissements neufs sur Créon et sur Le Barp, et la requalification d'un patrimoine étonnant et essentiel qui est Felletin, où la région a décidé de mettre des sommes qui sont très importantes pour redynamiser et redonner tout son lustre à cet établissement et attirer les jeunes. Donc des opérations qui vont s'étaler sur les prochaines années. Chaque établissement aura sa spécificité propre, une originalité devra être en harmonie évidemment avec son environnement de terrain là. Et juste pour conclure, c'est évidemment une chance que la région ait la double compétence sur le patrimoine et sur les lycées, et le travail partagé, les regards croisés permettent de mieux comprendre, de constater que les objectifs sont en cohérence, parce qu'au début on avait un peu de méfiance, et en fait nous sommes en cohérence, et qu'au fur et à mesure de ces échanges, les regards s'enrichissent. Voilà, merci.